La première raison, celle qui a vraiment provoqué l'urgence, c'est, et là c'est l'aspect vraiment personnel, je me suis lancé dans ce livre quand mon père est devenu mortel, au sens où j'ai compris qu'il allait mourir, et, et donc j'avais cette histoire qui me trottait dans la tête depuis un moment, et il fallait absolument que ça sorte à ce moment-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, le livre a été, enfin, le manuscrit a été achevé et envoyé à un ami qui a été le premier lecteur la veille du décès de mon père. Et puis, une deuxième chose, il y a quelque chose de très social dans le livre. Le narrateur est pris en étau, est pris entre deux feux, et c'est quelque chose que je ressens assez fortement depuis quelques années. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'appartenance ou la loyauté envers la classe ouvrière une fois qu'on n'en fait plus partie? Et est-ce qu'il y a encore un dialogue possible? Est-ce qu'on s'est définitivement coupé ou pas? C'est la conjonction de ces deux urgences, l'une étant plus urgente que l'autre, mais malgré tout, qui a fabriqué le désir d'écrire ce livre. Sachant que j'avais abandonné depuis de nombreuses années l'idée même d'écrire. La question de la langue, en fait, elle est, et c'est probablement ce que je voulais dire principalement dans ce texte, c'est qu'elle est lieu de domination. Et elle est lieu de domination de manière encore plus forte quand on a plusieurs langues, quand on possède plusieurs langues. En fait, effectivement, le narrateur, alors dans le livre, ça n'est pas dit de manière aussi claire, je crois. Il y a beaucoup de concrétions dans le livre, mais il y a quasiment 4 niveaux de langue que lui regarde de manière totalement différenciée, qui serait la langue française dite haute, on pourra peut-être revenir là-dessus, la langue française, mais qui est la langue de tous les jours du quartier dans lequel il a grandi, donc qui est un quartier pauvre, qui est un quartier donc pas d'illettrés, pour ne pas citer Macron, mais de gens qui ont finalement relativement peu de culture. Et puis encore en dessous, pour le narrateur, existe la langue espagnole, qui est la langue qui l'ancre dans ses racines, et donc à la fois ses racines géographiques, mais principalement, je crois, ses racines sociales. Et encore en dessous existe la langue andalouse, enfin, qui n'est pas une langue d'ailleurs, qui est simplement un parler un peu épais, voilà, un accent comme ça qui est souvent pas très joli, qui le met encore comment dire, qui le met dans une position de regarder aussi, curieusement, d'en bas, cette langue espagnole pour laquelle pourtant il a de la condescendance. Donc voilà, il y a toutes ces strates-là dans le livre. Alors j'ai fait en sorte de... Non, j'ai pas forcément fait en sorte, probablement je ne saurais pas écrire autrement, mais la langue qui est celle du narrateur, qui est une langue bricolée, au sens où on sait, on comprend, c'est même dit d'ailleurs qu'il a lu quelques livres, on ne sait pas bien lesquels, mais en tout cas suffisamment pour avoir parfois un sentiment de supériorité, en tout cas pour se couper, pense-t-il, du monde ouvrier. On le voit à plusieurs reprises dans l'incommunicabilité, elle est assez claire, je crois, dans le roman à plusieurs reprises. Mais effectivement, j'avais envie effectivement d'utiliser une langue qui partait de ce lieu-là, au sens où c'est une langue qui est assez âpre, qui est assez heurtée,
qui ne s'embarrasse pas beaucoup de grammaire, mais qui en même temps devenait un objet littéraire. Donc quelque part, finalement, c'était réaliser ce que le narrateur du livre n'arrive probablement pas à réaliser. Quand j'écris à leur insu, je pense que c'est beaucoup plus simple que le fait que j'ai pu me nourrir de leurs écrits. Bon, c'est un fait, hein, mais c'est aussi le sentiment qu'ils ont mis l'écriture à ma portée. C'est-à-dire que c'est voilà, une espèce d'esprit de camaraderie qui fait que j'ai pu avoir l'outrecuidance d'écrire. Et ça, c'est oui, c'est en partie grâce à le travail d'éditeur et ce livre, et le travail d'écriture, pour moi, sont complètement dissociés. Et d'ailleurs, je crois je me suis surpris à écrire quelque chose qui était très très différent de ce que je peux publier en tant qu'éditeur. Là, pour le coup, il y a une fracture vraiment entre les deux. Si, c'est plus difficile. Ouais. C'est plus difficile au sens où, quand je dis dans les remerciements à leur insu, c'est aussi parce qu'ils ne l'ont réellement pas su jusqu'à ce que, je ne sais plus, enfin, jusqu'à ce que le contrat soit signé chez Rivage. Enfin, ils ne savaient pas que j'écrivais. Et effectivement, c'était malgré tout assez difficile de se placer dans l'écriture. Donc si, ça a été compliqué. J'ai même, pour l'anecdote, j'ai même écrit ce livre presque intégralement dans le métro parce que je ne pouvais pas y donner du temps de travail calme à la maison. C'était quelque chose qui me paraissait pas possible. C'était pour le coup, ça aurait été de l'imposture. Alors que le métro, ça marche, c'est plus simple, on griffonne ses notes et voilà. Donc oui, il y avait une question qui était de cet ordre-là. Oui. Alors ça ne vient pas de là directement. Enfin si, je pense que la filiation avec Frédéric Dard, elle est assez évidente finalement dans cette manière très, très détendue d'aborder la phrase. En revanche, pour Guyotat, par exemple, quand j'ai découvert Progéniture, à l'époque, j'écrivais, et j'ai arrêté d'écrire parce que j'ai lu Progéniture, et que j'ai eu le sentiment que tout ce que je pouvais avoir envie de dire sur, notamment, les questions de domination, évidemment, avait été dit beaucoup mieux et de manière beaucoup plus puissante. La filiation avec Guyotat, elle vient de ça, de ce travail sur la domination, mais qui à un moment m'a coupé les pattes totalement. Après Céline, il y a aussi cette langue, et puis l'humain perdu, enfin l'humain perdu au milieu des événements et de sa vie. Et puis il y a la violence aussi chez Céline qui est très présente. Donc je suis pas certain qu'on puisse, en lisant le texte, y voir réellement les influences, mais profondément elles sont là. C'est aussi de là que ça a pu partir. Le texte était très court dès le départ. Il était hors de question de faire des descriptions inutiles. Il fallait vraiment que ce soit absolument à l'os, parce qu'il y a pour conserver l'urgence de la fuite notamment, mais c'était pas possible de se perdre.
Ensuite, le travail d'Émilie, justement, c'est de la précision chirurgicale, c'est une phrase par-ci, un mot par-là, une suggestion ici ou là, mais qui change beaucoup de choses au final dans le texte, notamment, sans vouloir spoiler, mais le dernier paragraphe, le changement brusque de personne au dernier paragraphe du texte, c'est une suggestion d'Émilie qui m'est apparue comme une évidence. Je pense que le texte prend une dimension encore différente grâce juste à ce pronom personnel qui change, quoi. J'ai commencé à écrire le texte à la première personne. Et comme une grande partie du matériau est un matériau personnel, c'était extrêmement perturbant, c'était assez compliqué. Et je suis donc assez rapidement passé à la deuxième personne. Et je me suis aperçu très vite que ça faisait complètement sens. C'est-à-dire que il y avait effectivement, moi, auteur, m'adressant à ce personnage, mais il y a aussi une autre dimension qui c'est le personnage qui s'adresse à lui-même. C'est un personnage qui n'a pas de lieu, ou qui en a plusieurs, et donc il est au moins double. Donc il fallait qu'il y ait cette distance d'un lieu à un autre. On ne sait pas de quel lieu à quel lieu il parle vraiment. A posteriori, c'était évident que la deuxième personne s'imposait. Le texte aurait pu s'appeler L'étranger, par que c'est pris, mais le personnage est étranger à lui-même, et aux autres, et à tout, d'une certaine façon. Donc il y avait besoin de cette distance-là pour aussi appuyer la distance que lui a avec tout, avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. C'est Claude qui a joliment écrit que on a le sentiment que l'apocalypse ne le concerne plus. Et effectivement, c'est un peu ça ce que dit ce personnage. Il y a aussi une rupture, en fait. Probablement qu'il passe au-dessus, parce que quand le livre démarre, il a déjà fait un geste inaugural qui provoque la rupture avec celui qu'il était avant. Qui est... je ne crois pas que ce soit... J'ai longtemps tourné autour de la notion pour qualifier le personnage de perdant radical. Mais je ne pense pas que ce soit un perdant radical, c'est encore autre chose. Ce personnage est simplement animé par une rage terrible, une rage qui trouve sa source dans le manque de mots, dans la prison qu'est la langue. Il y a une petite phrase que j'ai enlevée finalement, parce qu'elle était probablement un peu trop discursive, elle disait un peu trop du propos du livre, mais je faisais dire au personnage que que la langue est une prison, et multiplier les langues, c'est multiplier les prisons, et donc agrandir le territoire de l'indicible. Et finalement, il est animé par ça, par la rage de ne pas pouvoir dire. Le genre s'est imposé lui-même, il s'est imposé par la nécessité de ce que j'avais à dire. Donc il n'y avait pas de volonté d'utiliser le genre, ou de chercher à le subvertir, ou de chercher à comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, de prendre un genre et de l'élever, comme on peut le faire avec la science-fiction, le polar et d'autres. Il n'y avait pas du tout de volonté de faire le malin avec le genre. En fait, ça s'est vraiment imposé au fur et à mesure de l'écriture.
forcément le roadbook était indispensable. Il y avait ce retour sur soi, ce retour aux origines ne pouvait passer que par la route, parce qu'elle est aussi symbole de l'enfance, et qu'elle est finalement le seul lien que le narrateur a avec l'Espagne, c'est cette route des vacances. Sinon, il est français, il a grandi en France, et ses parents ne sont pas l'Espagne, ils sont autre chose, ils sont un autre pays à l'intérieur de la France. Donc finalement, la route s'imposait d'elle-même. Ensuite, le roman noir, bon, il s'impose aussi par les thèmes et puis aussi par la noirceur probablement de ce que j'avais à écrire, mais non, il n'y avait pas de volonté d'utiliser des genres pour en faire quelque chose. Tout ça s'est imposé comme ça au fur et à mesure de l'écriture. Oui, on peut parler de protection. On peut parler de protection aussi, c'est-à-dire que effectivement, comme il est question pas tout, mais une grande partie de matériaux personnels, ça permettait de mettre en fiction beaucoup plus facilement, comme avec la deuxième personne du singulier aussi. Enfin, effectivement, une espèce de prise de distance qui permet de dire des choses, qui permettent de les tordre aussi pour arriver au propos qu'on veut avoir, sans avoir l'impression de trahir une vérité. Pour moi, ou en tout cas dans le livre, celui qui représente le mieux, de manière la plus vive, la condition ouvrière, c'est l'immigré. C'est l'immigré parce que, en plus de vivre la domination, il vit aussi la domination linguistique et une domination culturelle. Et donc ça l'écrase encore plus. Le personnage, donc il a ce père donc, qui est immigré, qui est à la fois, et c'est important aussi dans sa construction, parce que il a un père qui est communiste, enfin qui est pire que communiste, qui est stalinien, et donc il se construit au XXe siècle. Il se construit issu de la migration du XXe siècle, la migration européenne du XXe siècle. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'énormes différences entre la migration européenne, enfin espagnole, portugaise, et la migration maghrébine de la même époque. Je ne suis pas certain que les conditions de vie étaient bien différentes. Peut-être plus tard, ça change. Et donc voilà, lui, il est le fruit de ce XXe siècle. Il s'est construit classe contre classe, et puis ça n'existe plus. La Vulgate veut que ça en soit fini de la lutte des classes. Bref, il n'y a plus de frontières, donc il n'y a plus d'origine, il n'y a plus rien. Tout est brouillé, et lui n'a plus de repères. Encore une fois, il est entre. Parce qu'il issu de la condition ouvrière, parce que ayant eu des ambitions autres, parce qu'il a voulu s'extraire, ou plus exactement, son père lui a insufflé l'ambition de s'en extraire, tout en lui passant comme ça, comme un fardeau, la question de la lutte des classes. Donc ça complique encore les choses pour le personnage, mais voilà, je pense que c'est vraiment inscrit dans l'histoire plus sociale, j'ai l'impression, que dans l'histoire de la migration elle-même. Enfin, c'est mon sentiment. C'est revendiquer ce fait d'être pris entre deux feux, et c'est plus que de l'inconfort.
c'est quelque chose d'extrêmement dur et d'extrêmement vif, et le personnage ne répond pas, et moi je ne réponds pas plus à la question de la trahison. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je crois que globalement tous les ouvriers ont envie, ont des ambitions pour leurs enfants, et je crois que tous poussent plus ou moins. Alors après, il se pose la question de l'échelle sociale aussi, où j'en parle dans le livre. Je trouve que c'est une image extrêmement dure. Enfin voilà, on est en bas, on est dans la boue, et puis voilà, et effectivement, le personnage ne peut pas sortir de ce sentiment de trahison, de manque de légitimité. Il n'y a pas d'issue. Enfin, il y en a une, mais bah, c'est celle qu'il trouve en tout cas, mais il n'y a pas d'issue. Il y a uniquement une espèce de feu permanent, de rage. Ça ne fait qu'alimenter ça, mais alors lui il n'écrit pas, alors voilà, il est poussé à faire un geste, il est poussé par justement par cette il a probablement le sentiment, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que j'allais dire qu'il a le sentiment d'avoir répondu à cette question de la trahison par le geste inaugural. J'allais dire ça et je suis pas sûr que ce soit vrai, parce que en réalité, il est donc le geste inaugural, il vient, comme je le disais, par le manque de mots, et puis ensuite il va chercher à s'approprier cette contingence-là. Moi, je trouve qu'à posteriori, il a beaucoup à voir avec le personnage, a beaucoup à voir avec le Hugo des Mains Sales, qui, de manière un peu différente, mais qui se laisse séduire par les mots du personnage dont j'ai oublié le nom, dont il doit se débarrasser. Et le problème, c'est que le geste, le moment où il se débarrasse, c'est un moment de rage. Voilà. Et donc, après, il faut construire avec ça, et il faut essayer de raconter une autre histoire avec ça. Et je crois que le personnage est complètement là-dedans. La terre sous les ongles, c'est effectivement ce dont on ne peut pas se débarrasser, cette glaise-là qui nous construit et dont on ne pourra jamais se défaire. Elle parle aussi d'un statut social, de celui qui travaille de ses mains. Dans mon esprit, le personnage aussi se sent comme ayant une terre symbolique sous les ongles, c'est-à-dire que bon, il travaille à l'usine, mais il ne travaille pas derrière les machines, mais cette terre sous les ongles, c'est ce lien qui lui reste avec le monde ouvrier, dans lequel il trouve à la fois une noblesse et à la fois quelque chose de sale, pour le coup. Il n'a pas le sentiment, ou il ne veut pas avoir le sentiment de la migration, ce père. Il préférerait que ce soit l'exil. Parce que c'est un mot plus noble, parce que... et effectivement, peut-être que son histoire personnelle, le fait qu'il soit né dans un morceau d'Espagne, mais au Maroc, dans une petite colonie espagnole, que ensuite, effectivement, il y a Gibraltar, l'Afrique n'est pas loin,
qu'il arrive, il y a le passage de la frontière aussi qui est assez important, la frontière qui passe à pied. Et puis effectivement, ce Paris dont on sait pas trop où c'est au départ la banlieue, puis bon voilà, puis un Paris un peu indéfini, populaire. Oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du désir d'exil. C'est ce que j'essaie de dire assez fortement dans le texte, c'est-à-dire que ces migrants construisent autre chose. Ils s'agglutinent, je dis en égo, en langue, parce qu'on essaye de garder cette question de la domination. Pour qu'on puisse se retrouver, il faut qu'on soit sur le même plan. Et ils construisent un pays fantasmé, c'est-à-dire un pays qui est presque du folklore. C'est la cuisine, c'est les produits, c'est les vacances. Et puis, ils fabriquent aussi, à leur insu, une langue qui grandit hors sol. C'est intéressant ces immigrés qui, après 30 ans en France, retournent vivre en Espagne. Et moi, j'ai plusieurs cas, enfin, mes parents, mais j'ai plusieurs cas autour de moi que j'ai vu. C'est des gens qui ont un mal du chien avec la langue du pays d'origine, parce qu'en 30 ans, elle a énormément évolué, elle s'est modernisée, et ils ne se comprennent plus. Enfin, ce qu'ont construit les migrants, c'est une langue un peu hybride, qui contient des mots, alors, là, de français, voire des phrases ou des locutions françaises qui sont traduites littéralement en espagnol, mais qui, une fois sur place, ne veulent absolument rien dire pour les locaux. Donc, ces migrants-là ne sont plus du tout espagnols. Et ils ne sont pas reconnus comme tels quand ils rentrent dans leur pays. Alors, un des nœuds du problème pour le personnage, c'est que lui, il a conscience qu'il hérite de cette langue-là. Donc, ça n'est pas le bilinguisme, ça n'est pas la richesse du bilinguisme, qu'il hérite d'une langue à la fois pauvre du fait qu'elle est parlée par des gens qui ont relativement peu d'éducation, etc., mais qui s'est en plus appauvrie, qui s'est flétrie avec l'espagnol. C'est presque une langue morte, c'est un système fini, puisqu'il n'y a rien qui vient la nourrir, cette langue. Ils ne parlent qu'entre eux. Donc oui, c'est ça, c'est un système fini. Ça faisait vraiment partie des moteurs du livre aussi. Ce sentiment qu'il n'y a pas de bilinguisme, que ça n'existe pas, qu'on est construit dans une langue, qu'on est dans une langue, et que ensuite les autres langues sont des émanations. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas changer au cours de la vie, on peut changer probablement de langue au cours de l'existence, mais on est dans une langue. Et cette question comme ça de la richesse du bilinguisme, c'est vrai, mais le bilinguisme n'est, à mon sens, pas un mot, pas une réalité, au sens où voilà, enfin, c'est mon vécu personnel, hein, mais on est réellement soi que dans un système linguistique. Il y a un aspect un peu psychogéographique, en tout cas. Les lieux sont plus des signes que des lieux. Ils appellent des réminiscences, ils appellent des pensées. Effectivement, ça c'est très présent. C'était pas une volonté. Ça s'est aussi totalement imposé dans l'écriture. Je crois que je suis très nourri
de psychogéographie. Euh, et il y avait une évidence comme ça dans les paysages disent des choses. Il y a un moment où je parle de la plaine avec les éoliennes près de Séville, cette espèce de paysage totalement plat dont rien ne peut surgir. Je pense que là, je dis presque tout du texte à ce moment, enfin pas tout, mais je dis beaucoup du texte à ce moment-là. C'est-à-dire que je fais une référence où je suis la triste figure, à Quichotte. Quand on voit ces plaines, on comprend que l'aventure ne peut pas en surgir. Et que donc, chez Cervantes, déjà, le grotesque de l'aventure du Quichotte est déjà dans le paysage, est déjà dans le lieu. Et de la même façon, effectivement, il y a ça dans ce texte, c'est-à-dire que rien ne peut surgir. Ce paysage donne le sentiment que voilà, il n'y aura pas de rebondissement, il n'y aura pas c'est fini. De toute façon, c'est fini dès le départ pour le personnage, mais oui, donc le lieu, ça a vraiment son importance, mais encore une fois, c'est un texte qui est très instinctif, hein. Je pense que ça se voit, ça se lit, et que les choses se sont imposées au fur et à mesure en fonction de la nécessité, qu'après j'ai pu reconstruire des choses, mais vraiment a posteriori. Mais effectivement, il y a le geste et puis ensuite la geste, la construction mythique derrière, qui est d'ailleurs ce que fait le personnage. Il y a le geste et puis ensuite, il essaye de trouver la geste qui correspond au geste. Vous parliez de blanc, je crois qu'il y avait un blanc, en tout cas dans ce que j'avais pu lire, et que le livre est là pour tenter de combler un blanc ou un vide. Il y a Barthes qui dit que la langue, alors je vais le dire mal, donc que inextricablement dans la langue le pouvoir et la servitude sont mêlés. Si ça j'avais le sentiment, je n'avais pas lu en tout cas jusqu'à présent, un texte qui cherchait à parler de l'intérieur de cet inextricable. Et voilà, il y avait ce blanc probablement à combler. L'inextricable, la rage que provoque le manque de mots, la langue française telle qu'elle elle en prend un petit peu. Alors à la fois le personnage l'aime cette langue, mais elle en prend un peu dans la figure parce que je sais pas, on pourrait prendre comme symptôme, si ce n'est la maladie, quelqu'un comme Victor Hugo, qui à la fois incarne l'exaltation de la liberté, de cette langue de liberté. Donc ces ambitions que peuvent légitimement avoir ces enfants qui viennent, voilà, qui sont issus de l'immigration. Et puis à la fois, et ça Victor Hugo lui-même en est comment dire, responsable. Et puis il y a tout le reste, il y a la vitrification de cette langue. C'est-à-dire c'est une langue de liberté, mais vitrifiée. Il y a une glace entre... et ça, c'est quelque chose de très vif, dont j'avais vraiment envie de parler, et que j'ai ressenti, et que je n'avais pas lu, alors évidemment sous la plume de Bourdieu, mais même pas d'ailleurs, puisque Bourdieu ne parle pas forcément la langue des langues de migration. Donc voilà, j'avais envie de remplir ce blanc-là.